Sous les paris cruels des hommes sur son échec sanglant, Emma affronte le regard de tonnerre, l'étalon qui a mutilé 3 dresseurs expérimentés. Les rires moqueurs se transforment en silence stupéfait quand la bête indomptable se soumet à elle en quelques minutes, bouleversant toute leur certitude. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil de juin brûlait la peau d'Emma Leclerc, tandis qu'elle descendait du vieux bus poussiéreux qu'il avait déposé devant l'immense portail en fer forgé du domaine Saint-Michel. Le chauffeur lui tendit sa valise usée avec un regard qui mélangeait curiosité et pitié. À 19 ans, Emma ne ressemblait en rien à ce que l'on attendait d'une dresseuse de chevaux. Son corps mince, presque fragile, contrastait avec l'image des hommes robustes qui dominaient ce métier depuis des générations. « Bonne chance, mademoiselle », marmonna le chauffeur avant de refermer les portes et de disparaître dans un nuage de poussière sur la route départementale. Emma rajusta sa casquette sur ses cheveux auburn coupés courts et prit une profonde inspiration. Le domaine Saint-Michel représentait sa dernière chance. Après avoir été refusée dans 3 autres élevages prestigieux de Normandie, elle avait finalement réussi à décrocher ce stage grâce à une lettre de recommandation de sa grand-mère, Élisabeth Leclerc, autrefois célèbre pour ses méthodes peu conventionnelles avec les chevaux les plus difficiles. Le portail grinça lorsqu'elle le poussa. Devant elle s'étendaient des hectares de prairies verdoyantes où paissaient des dizaines de chevaux de race. Au loin, un bâtiment imposant en pierre calcaire se dressait, entouré d'écuries et de paddocks. Des silhouettes s'affairaient autour des installations et le cœur d'Emma se serra. Toute sa vie, elle n'avait connu que le mépris des professionnels du milieu équestre. « Tu es trop petite. Ce n'est pas un métier de femme. Sans force physique, tu ne pourras jamais contrôler un étalon. » Ces phrases avaient rythmé son existence depuis qu'elle avait annoncé, à l'âge de 8 ans, qu'elle suivrait les traces de sa grand-mère. Pourtant, Emma savait qu'elle possédait quelque chose que ces hommes ignoraient. Un don transmis par Élisabeth, une façon de communiquer avec les chevaux que peu de gens comprenaient. « Vous devez être la stagiaire parisienne », lança une voix grave qui la fit sursauter. Un homme d'une 50aine d'années, le visage tanné par le soleil et les intempéries, s'approchait d'un pas lourd. Jean-Pierre Vaillant, le propriétaire du domaine, la toisait de haut en bas sans dissimuler sa déception. « Élisabeth m'avait dit que vous aviez son don, mais elle a oublié de préciser que vous n'aviez pas sa carrure », ajouta-t-il avec un sourire narquois. Emma serra les dents, mais ne répondit pas. Elle avait appris à ne plus réagir à ce genre de remarques. « Suivez-moi », ordonna-t-il en tournant les talons. « Les gars vous attendent. » Les gars en question étaient 6 hommes de différents âges, tous vêtus de la même façon. Jeans usés, chemises à carreaux et bottes poussiéreuses. Ils interrompirent leur conversation à l'approche d'Emma, et un silence pesant s'installa. « Voici notre nouvelle stagiaire », annonça Jean-Pierre avec une pointe d'ironie. Emma Leclerc, la petite fille d'Élisabeth. Des regards s'échangèrent, accompagnés de sourires en coin peu rassurants. « C'est une blague ?» lança un jeune homme aux épaules larges et au regard moqueur. « Elle ne tiendra pas une journée. Antoine, sois poli », le réprimanda mollement Jean-Pierre avant de se tourner vers Emma. « Installez vos affaires dans le logement des stagiaires, puis rejoignez-nous aux écuries. Nous verrons ce que vous valez vraiment. » Le logement des stagiaires s'avéra être une petite chambre spartiate au-dessus des écuries. Emma y déposa sa valise et en sortit une vieille photo encadrée de sa grand-mère qu'elle posa sur la table de nuit branlante. Sur l'image jaunie, Élisabeth se tenait fièrement à côté d'un magnifique étalon noir, le regard serein et confiant. « Donne-moi ta force, grand-mère », murmura Emma en effleurant le cadre du bout des doigts. Lorsqu'elle redescendit aux écuries, un attroupement S était formé autour d'un paddock.
Les hommes parlaient avec animation, certains riaient, d'autres semblaient inquiets. Jean-Pierre se tenait légèrement en retrait, les bras croisés sur sa poitrine, observant la scène avec une expression indéchiffrable. « Ah, vous voilà », dit-il en apercevant Emma. « Parfait timing. Nous avons un petit test d'entrée pour vous. » Il désigna le paddock d'un mouvement de tête. À l'intérieur, un magnifique étalon alezan tournait nerveusement, ses muscles puissants roulant sous sa robe cuivrée brillante. L'animal semblait en état d'alerte permanente, les oreilles couchées en arrière, les naseaux dilatés. « Voici Tonnerre », présenta Jean-Pierre avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Notre petit problème local. » 3 hommes à l'hôpital en essayant de l'approcher. Personne n'a réussi à le monter depuis son arrivée, il y a 6 mois. Emma sentit son cœur s'accélérer. Non pas de peur, mais d'une étrange excitation. Elle observa attentivement l'animal, notant sa posture, son regard, les infimes mouvements qui trahissaient son état d'esprit. « Montrez-nous donc ce fameux don dont parlait votre grand-mère. » La défia Jean-Pierre en lui tendant une longe. « À moins que vous ne préfériez abandonner tout de suite », les hommes ricanèrent, déjà certains de sa défaite. Antoine, le jeune homme qui l'avait accueilli avec mépris, sortit même son téléphone, visiblement prêt à filmer ce qu'il anticipait comme un spectacle humiliant. Emma prit la longe sans un mot et s'approcha de la barrière du paddock. Lentement, Emma enjamba la barrière et pénétra dans le paddock. Les rires et les commentaires moqueurs s'intensifièrent derrière elle, mais elle les filtrait déjà comme sa grand-mère lui avait appris. « Pour entendre le cheval, tu dois faire taire le monde », répétait souvent Elisabeth. Tonnerre s'arrêta net, les oreilles dressées, tous ses sens en alerte. Il fixait cette nouvelle intruse avec une méfiance évidente. Emma resta immobile pendant plusieurs secondes, respirant profondément, ralentissant consciemment son rythme cardiaque. Puis, à la surprise générale, elle s'assit tranquillement au milieu du paddock, dos au cheval, la longe posée sur ses genoux. « Qu'est-ce qu'elle fabrique ?» s'exclama Antoine, incrédule. « Elle va se faire piétiner !» Jean-Pierre fronça les sourcils, mais ne dit rien, soudainement intrigué. Le silence s'installa progressivement autour du paddock, tandis que les minutes s'écoulaient. Emma ne bougeait pas, semblant ignorer complètement la présence de l'animal dangereux derrière elle. Elle fredonnait doucement une mélodie que sa grand-mère lui chantait enfant, une vieille chanson normande que les bergers utilisaient autrefois pour calmer leurs troupeaux pendant les orages. Tonnerre, après avoir piaffé nerveusement pendant quelques minutes, commença à montrer des signes de curiosité. Ses oreilles, auparavant plaquées contre sa tête, s'orientaient maintenant vers Emma, captant le son apaisant de sa voix. « Regarde ça !» murmura un des hommes, Michel, le plus âgé du groupe. Il s'intéresse à elle. En effet, l'imposant étalon avait cessé de tourner frénétiquement et s'approchait prudemment, s'arrêtant à quelques mètres d'Emma, les naseaux frémissants, cherchant à capter son odeur. Sans se retourner, sans faire de mouvement brusque, Emma commença à parler à l'animal, sa voix à peine audible pour les spectateurs. « Je sais ce que tu ressens », murmurait-elle. « Être incompris, jugé avant même d'avoir eu une chance. On t'a maltraité, n'est-ce pas? On a essayé de te briser. » Tonnerre s'approcha encore, jusqu'à ce que son souffle chaud effleure la nuque d'Emma. Un frisson parcourut l'assistance. Personne n'avait jamais réussi à s'approcher aussi près sans provoquer une réaction violente de l'animal. « Maintenant, elle est morte », chuchota Antoine à Jean-Pierre. Un mouvement et elle écrase. Mais Emma, parfaitement consciente de la proximité du cheval, continua sa litanie apaisante, parlant du vent dans les prairies, de la liberté des galops sans entrave, utilisant des images que sa grand-mère lui avait enseignées, des mots qui résonnaient avec l'essence même du cheval. Puis, dans un geste d'une lenteur délibérée, elle tendit sa main ouverte vers l'arrière, paume vers le haut, sans se retourner. Les hommes retinrent leur souffle collectivement. Tonnerre recula d'un pas, méfiant.
Emma ne bougea pas, sa main toujours tendue, patiente. 1 minute passa, puis 2. Finalement, comme poussé par une force invisible, l'étalon avança son museau et effleura les doigts d'Emma. « C'est impossible », souffla Jean-Pierre, les yeux écarquillés. Encouragée par ce premier contact, Emma commença à se relever, toujours avec des mouvements d'une extrême lenteur. Tonnerre ne recula pas. Elle se tenait maintenant face à lui, sans le regarder directement dans les yeux, respectant les codes de communication équine que sa grand-mère lui avait inculqués depuis son plus jeune âge. « Tu es magnifique », lui dit-elle doucement, admirant sa robe luisante et sa musculature puissante. « Et tu es intelligent. Tu sais reconnaître qui est digne de confiance, n'est-ce pas ?» À la stupéfaction générale, Emma fit un pas sur le côté, puis un autre, décrivant un large cercle autour de l'animal. Tonnerre pivota légèrement pour la suivre du regard, mais sans manifester d'agressivité. Elle continua ce manège pendant plusieurs minutes, réduisant progressivement la taille du cercle, se rapprochant imperceptiblement. « La technique d'Elisabeth », murmura Michel assez fort pour que Jean-Pierre l'entende. « Je l'ai vu faire la même chose il y a 30 ans. » Lorsqu'Emma fut suffisamment proche, elle tendit à nouveau sa main, cette fois-ci vers l'encolure de Tonnerre. Elle, étalon, frémit, mais ne recula pas. Ses doigts entrèrent en contact avec le poil soyeux et elle commença à le caresser avec douceur. « Je ne te ferai jamais de mal, » promit-elle à voix basse. « Jamais !» Puis, sous les regards médusés de l'assistance, elle s'éloigna de quelques pas et s'arrêta, tournant le dos à Tonnerre. Elle attendit, parfaitement immobile. Ce qui se passa ensuite laissa les hommes bouche bée. Elle, étalon, comme attirée par un fil invisible, s'avança et vint placer sa tête par-dessus l'épaule d'Emma dans un geste presque affectueux. Elle leva lentement la main et caressa son chanfrein. « Mon Dieu !» s'exclama Jean-Pierre, incapable de contenir sa stupéfaction. Emma fit quelques pas et Tonnerre la suivit docilement, comme un chien fidèle suivrait son maître. Elle marcha jusqu'au centre du paddock, s'arrêta et l'étalon s'immobilisa à ses côtés. Pour la première fois depuis son arrivée, un sourire illumina le visage d'Emma. Elle se tourna vers Jean-Pierre et les autres, qui la regardaient comme s'ils venaient d'assister à un miracle. « Je pense que Tonnerre et moi, nous nous comprenons, » dit-elle simplement. Antoine, le téléphone toujours à la main, semblait pétrifié. Michel s'approcha de la barrière, les yeux brillants d'émotion. « Tu es bien la petite fille d'Elisabeth, » dit-il avec respect. « Elle serait fière de toi. » Le soir venu, l'atmosphère dans la salle commune du domaine avait radicalement changé. Emma, assise dans un coin avec une tasse de thé fumante, sentait les regards curieux se poser sur elle. L'exploit de l'après-midi S était répandu comme une traînée de poudre parmi les employés du domaine. Jean-Pierre entra dans la pièce, son visage habituellement sévère marqué par une expression nouvelle, un mélange de perplexité et de respect réticent. Il s'approcha d'Emma, tirant une chaise pour s'asseoir face à elle. « Votre grand-mère ne m'avait pas menti, » admit-il en se servant un verre de vin rouge. « J'ai douté, je l'avoue. Nous avons tous douté. » Emma hocha simplement la tête, habituée à ce que ses capacités soient constamment remises en question. Elle avait appris à laisser ses actions parler à sa place. « Comment avez-vous fait ?» demanda-t-il, une curiosité sincère perçant dans sa voix. « Cet étalon a failli tuer Maurice le mois dernier. » Un homme avec 20 ans d'expérience. Emma reposa sa tasse et choisit soigneusement ses mots. « Les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas avec tous les chevaux, monsieur Vaillant. Tonnerre a été maltraité avant d'arriver ici, n'est-ce pas ?» Jean-Pierre acquiesça lentement. Son ancien propriétaire était un homme brutal. Nous l'avons récupéré dans un état déplorable. Physiquement, il s'est remis, mais mentalement, la force ne fait qu'amplifier sa peur, expliqua Emma. Et la peur se transforme en agressivité. Ma grand-mère m'a appris que pour certains chevaux, il faut d'abord reconstruire la confiance. Cela prend du temps, de la patience. Elisabeth et ses théories,
soupira Jean-Pierre, mais son ton était plus nostalgique que moqueur. Nous avons travaillé ensemble pendant des années, vous savez. Avant qu'elle ne parte créer sa propre méthode, cette révélation surprit Emma. Sa grand-mère n'avait jamais mentionné Jean-Pierre Vaillant dans ses récits. Elle était en avance sur son temps, continua-t-il. Trop en avance, peut-être. Le milieu N était pas prêt pour ses idées. Michel, qui écoutait la conversation depuis le comptoir, s'approcha avec son propre verre. Ta grand-mère était une visionnaire, petite. J était là quand elle a dompté l'ouragan, un étalon que tous avaient condamné à l'abattoir. Personne n'y croyait, sauf elle. Emma sentit une chaleur l'envahir à l'évocation de ce souvenir. L'ouragan était devenu légendaire dans leur famille, le cheval qui avait cimenté la réputation d'Élisabeth. « Pourquoi avoir quitté Paris pour venir ici ?» demanda soudainement Jean-Pierre. « Avec votre nom de famille, vous auriez pu trouver une place dans n'importe quel haras prestigieux. » Un silence s'installa. Emma fixa le contenu de sa tasse, revivant les refus successifs, les portes fermées, les regards condescendants. « J'ai essayé, dit-elle finalement. Personne ne voulait me donner ma chance. Trop frêle, trop jeune, trop femme. Et puis, les méthodes de ma grand-mère sont considérées comme excentriques par beaucoup. La tradition a la vie dure dans notre milieu. » Antoine, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'avança dans la lumière. Son expression avait perdu de son arrogance initiale. « J'ai posté la vidéo, annonça-t-il, légèrement penaud. Elle a déjà plus de 10 000 vues. Emma se raidit. Tu as filmé? Je voulais. Il hésita. Je pensais capturer ton échec pour être honnête. Mais ce que j'ai filmé, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Les commentaires sont dingues. Jean-Pierre fronça les sourcils. Retire-la, Antoine. Nous ne sommes pas un cirque. C'est trop tard, répondit le jeune homme en tendant son téléphone. Elle devient virale. Des journalistes ont déjà appelé pour avoir des informations. Emma prit l'appareil et regarda les commentaires qui défilaient sous la vidéo. Incroyable. Qui est cette fille? C'est de la sorcellerie. Elle rendit le téléphone à Antoine, le visage pâle. La notoriété n'avait jamais fait partie de son plan. Demain, déclara Jean-Pierre, coupant court à la conversation, nous verrons si ce N n'était pas qu'un coup de chance. Tonnerre n'est qu'un cheval parmi d'autres, ici. Nous avons des douzaines d'animaux qui attendent d'être dressés. La mise au défi était claire, mais cette fois, elle n'était pas teintée de mépris. Jean-Pierre semblait véritablement curieux de voir elle étendue de ses capacités. Emma acquiesça. « Je suis prête. » Plus tard, seule dans sa petite chambre sous les combles, Emma regardait par la fenêtre qui donnait sur les écuries. La lune éclairait faiblement les silhouettes des chevaux dans les paddocks de nuit. Elle pouvait distinguer Tonnerre, sa robe cuivrée, presque argentée sous la lumière lunaire. Elle sortit de son sac un vieux carnet relié de cuir, le journal de sa grand-mère qu'elle lui avait légué avant de mourir. Ces pages jaunies contenaient des décennies d'observations, de techniques, de secrets transmis de génération en génération. « J'ai réussi, grand-mère », murmura-t-elle en ouvrant le carnet à une page marquée d'un ruban défraîchi. Mais ce n'est que le début. Ses yeux se posèrent sur une annotation en marge, écrite de la main ferme d'Élisabeth. Le véritable test n'est pas de gagner la confiance d'un cheval, mais de la conserver face à la peur. Emma ne savait pas encore à quel point ces mots allaient s'avérer prophétiques. L'aube pointait à peine lorsqu'Emma se glissa hors de son lit. Le domaine S éveillait doucement, baigné dans la lumière dorée du soleil levant. Elle enfila rapidement un jean usé, une chemise à carreaux et ses bottes, avant de descendre silencieusement l'escalier qui menait aux écuries. L'odeur familière du foin frais et des chevaux l'accueillit comme une étreinte réconfortante. Elle s'arrêta devant le box de Tonnerre, qui s'approcha immédiatement des barreaux, les naseaux frémissants de reconnaissance. « Bonjour, mon beau », murmura-t-elle en lui offrant une pomme qu'elle avait gardée de son dîner. « Prêt pour notre deuxième jour ensemble ?»
Tu es matinale, fit une voix derrière elle. Emma se retourna pour découvrir Michel, une fourche à la main, qui la regardait avec un sourire bienveillant. « Je voulais passer du temps avec lui avant que tout le monde n'arrive, » expliqua-t-elle. Michel hocha la tête avec approbation. Elisabeth faisait pareil. Elle disait toujours que les premières heures du jour sont les plus précieuses pour créer un lien avec un cheval. Il hésita un instant avant d'ajouter « Je peux te montrer quelque chose. » Intriguée, Emma le suivit jusqu'au fond des écuries, dans une section qu'elle n'avait pas encore explorée. Ils s'arrêtèrent devant un box isolé des autres. À l'intérieur, une jument noire comme la nuit se tenait immobile dans un coin, la tête basse. « Voici Nuit étoilée », présenta Michel à voix basse. « Une pure sang exceptionnelle, mais elle a perdu son poulain il y a 3 mois. Depuis, elle refuse de manger correctement, ne laisse personne l'approcher. Jean-Pierre envisage de la vendre à un élevage moins exigeant. » Emma observa l'animal avec attention. Même dans sa posture défaite, la jument dégageait une noblesse indéniable. « Elle souffre », murmura Emma, ressentant presque physiquement la douleur de l'animal. « Jean-Pierre ne croit pas que les chevaux puissent faire le deuil », expliqua Michel. « Pour lui, c'est juste un problème comportemental à corriger avec discipline. » Emma fronça les sourcils. « C'est absurde. Les chevaux ressentent profondément les pertes. »« Je sais, » approuva Michel. « Ta grand-mère m'avait appris cela. C'est pourquoi j'ai pensé que tu pourrais peut-être... » Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Emma comprenait parfaitement ce qu'il lui demandait. Elle s'approcha doucement de la porte du box, observant la jument qui n'avait toujours pas réagi à leur présence. « Laisse-moi un peu de temps avec elle, » demanda Emma. Michel acquiesça et S éloigna discrètement, la laissant seule face à l'animal endeuillé. Emma s'assit simplement sur un ballot de paille près du box, sortit le vieux carnet de sa grand-mère et commença à lire à voix haute, comme si elle s'adressait à elle-même. Elle lisait des passages sur la nature profonde des chevaux, sur leur sensibilité, leur mémoire émotionnelle. Sa voix douce et mélodieuse résonnait doucement dans l'écurie encore calme. Peu à peu, presque imperceptiblement, la jument releva la tête, ses oreilles s'orientant vers la source de cette voix apaisante. Emma continua sa lecture, sans regarder directement l'animal, lui laissant l'espace pour s'approcher à son rythme. Au bout d'une vingtaine de minutes, Nuit étoilée s'était avancée jusqu'au barreau, écoutant attentivement cette étrange humaine qui parlait un langage qui semblait résonner avec sa douleur. Emma ferma finalement le carnet et leva les yeux vers la jument. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux sombres de l'animal, Emma vit une reconnaissance, une connexion qui transcendait les mots. « Je comprends ta peine », murmura-t-elle, « et je ne te demanderai pas de l'oublier. » Lentement, elle tendit sa main à travers les barreaux. La jument hésita un long moment avant d'avancer son museau et de l'effleurer du bout des naseaux. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La voix tranchante de Jean-Pierre brisa l'instant. Emma se retourna pour voir le propriétaire du domaine s'avancer d'un pas vif, le visage fermé. « Cette jument n'est pas adressée. Elle part la semaine prochaine. »« Elle souffre », répondit simplement Emma, se levant pour lui faire face. Elle a perdu son poulain et personne ne lui a permis de faire son deuil. Jean-Pierre émit un rire sec. Voilà pourquoi les méthodes de ta grand-mère n'ont jamais été pleinement acceptées. Cette anthropomorphisation excessive. Les chevaux ne font pas de deuil comme les humains. Non, pas comme les humains, concéda Emma, mais à leur façon. Regardez-la. Elle a réagi à ma voix. Elle cherche une connexion. Jean-Pierre s'apprêtait à répondre quand il remarqua que la jument, effectivement S, était approchée des barreaux et regardait Emma avec une attention nouvelle. Simple curiosité, balaya-t-il. Elle a été examinée par les meilleurs vétérinaires. C'est un problème physique ou comportemental, pas émotionnel. À ce moment, Michel revint, accompagné d'Antoine et de 2 autres palefreniers.
Tous s'arrêtèrent, surpris par la scène inhabituelle de nuit étoilée montrant un intérêt pour quelqu'un. « Patron !» intervint Michel. « Peut-être devrions-nous lui laisser une chance avec la jument. Qu'avons-nous à perdre ?» Jean-Pierre hésita, visiblement agacé d'être contredit, mais également intrigué par ce qu'il voyait. « Tu as 3 jours », lança-t-il finalement à Emma. « Pas un de plus. Si cette jument ne montre pas d'amélioration significative, elle part comme prévu. » Emma hocha la tête, acceptant le défi. « Merci, monsieur Vaillant. »« Ne me remercie pas encore, » répliqua-t-il sèchement. « Et n'oublie pas que ton vrai test avec Tonnerre commence dans 1 heure. » Le grand manège extérieur du domaine Saint-Michel était baigné de soleil lorsqu'Emma y pénétra, Tonnerre suivant docilement derrière elle, sans licol ni longe. Un murmure d'admiration parcourut l'assistance composée non seulement des employés du domaine, mais aussi d'une dizaine de personnes étrangères, des propriétaires de chevaux voisins attirés par la vidéo d'Antoine, qui continuait de circuler. Jean-Pierre se tenait au centre, les bras croisés, un obstacle monté à ses côtés. Il s'agissait d'une barre placée à environ 1 mètre du sol, entourée de fleurs colorées et d'objets destinés à effrayer les chevaux, des rubans qui volaient au vent, un petit drapeau, même un parapluie ouvert. « Voyons si ta connexion avec cet animal est réelle, ou si ce N était qu'un coup de chance, » lança-t-il à Emma quand elle approcha. « Fais-lui sauter cet obstacle. » Emma observa l'installation et comprit immédiatement le piège. Tonnerre, comme tout cheval traumatisé, devait avoir une peur panique des objets en mouvement brusque, comme ces rubans qui claquaient au vent. « Avec ou sans selle ?» demanda-t-elle calmement. Un silence stupéfait accueillit sa question. Monter Tonnerre accru, alors que personne n'avait encore réussi à le sceller, semblait relever de la folie pure. « Sans selle », répondit Jean-Pierre, un sourire narquois aux lèvres, certain qu'elle renoncerait. Emma acquiesça simplement. Elle se tourna vers Tonnerre et lui murmura quelques mots à l'oreille. Cils et talons semblaient, l'aile, écouter attentivement, ses oreilles mobiles captant chaque syllabe. « Elle parle au cheval maintenant », ricana quelqu'un dans l'assistance, comme si ça allait l'aider. Ignorant les commentaires, Emma conduisit Tonnerre vers l'obstacle, s'arrêtant à quelques mètres. Elle le laissa observer, renifler, s'habituer à la présence de ces objets étrangers. Puis, d'un geste fluide qui surprit tout le monde, elle se hissa sur son dos, s'installant juste derrière son garrot. Des exclamations étouffées s'élevèrent de l'assistance. Tonnerre frémit, mais resta étonnamment calme, comme s'il acceptait ce poids inhabituel sur son dos. « Emma, fais attention », lança Michel, l'inquiétude perçant dans sa voix. Elle lui adressa un sourire rassurant avant de reporter son attention sur l'animal sous elle. Se penchant en avant, elle lui murmura quelque chose, puis se redressa et cliqua doucement de la langue. Tonnerre avança prudemment, les yeux fixés sur l'obstacle devant lui. Il ralentit en approchant, visiblement nerveux face au ruban qui claquait. « Il ne passera jamais », prédit Antoine, mais sa voix manquait désormais de conviction. Emma se pencha à nouveau, chuchotant à l'oreille dressée de elle les talons. Elle caressa son encolure avec des gestes apaisants, puis se redressa et fit un léger mouvement des jambes, presque imperceptible pour les spectateurs. Ce qui suivit laissa l'assemblée bouche bée. Tonnerre, rassemblant sa puissante musculature, élança vers l'obstacle et le franchit dans un bond gracieux, comme s'il avait fait cela toute sa vie. Il atterrit souplement de l'autre côté et continua quelques foulées avant qu'Emma ne le ralentisse et ne le fasse se retourner pour faire face à l'assistance médusée. Un silence abasourdi régna pendant quelques secondes, puis des applaudissements éclatèrent spontanément. Michel était le plus enthousiaste, tapant des mains avec une vigueur qui trahissait son émotion. « Incroyable !» souffla-t-il à Jean-Pierre. « Cette petite a vraiment le don de Élisabeth. » Jean-Pierre ne répondit pas, mais son expression était transformée. Le scepticisme avait cédé la place à une curiosité presque avide. Emma ramena tranquillement Tonnerre vers le groupe,
toujours assise sur son dos. Elle et Talon semblaient parfaitement à l'aise, marchant d'un pas léger qui contrastait avec la nervosité qu'il manifestait habituellement. « Est-ce suffisant comme test, monsieur Vaillant ?» demanda Emma en s'arrêtant devant lui. Jean-Pierre hocha lentement la tête. « C'est impressionnant, » admit-il, les mots semblant lui coûter. « Comment as-tu fait ?» Emma glissa gracieusement du dos de Tonnerre avant de répondre. « Je ne lui ai rien fait faire qu'il ne voulait pas faire. Je lui ai juste montré qu'il pouvait me faire confiance, que je ne lui demanderais jamais quelque chose qui pourrait le mettre en danger. » « C'est beaucoup plus que cela, » intervint une voix que personne n'avait encore entendue. Emma se retourna pour découvrir un homme élégant d'une 60aine d'années qui s'avançait vers elle, se détachant du groupe de visiteurs. Son costume impeccable et son port altier suggéraient une personne d'importance. « Henri Beaumont », se présenta-t-il en lui tendant la main, propriétaire des écuries de Chantilly. Les écuries de Chantilly, un des établissements les plus prestigieux de France, connu pour ses chevaux d'exception et sa clientèle fortunée. Emma sentit son cœur s'accélérer tandis qu'elle serrait la main tendue. « J'ai connu votre grand-mère, » continua Henri. « Une femme remarquable, incomprise par beaucoup. Je vois que son talent vit en vous. » Jean-Pierre s'approcha, soudain attentif à cette conversation. « Henri, quelle surprise! Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. » « La vidéo, Jean-Pierre, » répondit Henri sans quitter Emma des yeux. « Cette jeune femme a fait en 15 minutes ce que tes dresseurs n'ont pas réussi en 6 mois. » Un léger malaise s'installa. Antoine, qui se tenait non loin, baissa les yeux, conscient d'avoir involontairement provoqué cette situation en postant la vidéo. « Mademoiselle Leclerc n'est ici que depuis hier, » se défendit Jean-Pierre. « Elle fait un stage de formation. » Henri sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un stage, avec ce talent. « Jean-Pierre, tu devrais lui offrir un poste permanent immédiatement, ou quelqu'un d'autre le fera. » Emma sentit le poids des regards sur elle. Tonnerre, toujours à ses côtés, poussa doucement son épaule de son museau, comme pour la soutenir. « Monsieur Beaumont, je suis honoré par votre intérêt, » dit-elle poliment. « Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. L'humilité aussi, » remarqua Henri avec approbation. « Une qualité rare de nos jours. » Il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « Quand vous vous sentirez prête, appelez-moi. Les écuries de Chantilly seraient honorées de compter quelqu'un comme vous parmi leur personnel. » Jean-Pierre S. éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Henri, peut-être pourrions-nous discuter de cela en privé ?»« Bien sûr, » acquiesça le visiteur. « Mademoiselle Leclerc, encore toutes mes félicitations. Ce que vous avez fait avec cet étalon est exceptionnel. » Tandis que les deux hommes S éloignaient, Emma resta près de Tonnerre, caressant distraitement son encolure. La carte d'Henri Beaumont semblait brûler dans sa poche. L'après-midi même, une atmosphère étrange régnait au domaine Saint-Michel. Le succès d'Emma avec Tonnerre avait créé une onde de choc, amplifiée par l'intervention d'Henri Beaumont. Jean-Pierre S. était enfermé dans son bureau avec le prestigieux visiteur, tandis que les employés chuchotaient entre eux, jetant des regards curieux à la jeune femme. Emma, indifférente à cette agitation, avait choisi de consacrer son temps à Nuit étoilée. Assise sur un tabouret devant le box de la jument endeuillée, elle lisait à voix haute des passages du journal de sa grand-mère. Le chagrin chez le cheval n'est pas une faiblesse à corriger, mais une preuve de leur profonde capacité d'attachement, récitait-elle. Nier cette réalité, c'est nier l'essence même de ces animaux nobles. Nuit étoilée S était rapproché de la porte du box, ses grands yeux sombres fixés sur Emma. De temps à autre, la jeune femme lui offrait une pomme coupée en quartiers, que la jument acceptait délicatement de ses lèvres veloutées. « Je pense qu'elle t'aime bien, »
observa Michel, qui s'était approché silencieusement. C'est la première fois qu'elle mange normalement depuis des semaines. Emma sourit, satisfaite. Elle a juste besoin qu'on reconnaisse sa douleur au lieu de l'ignorer. Michel s'appuya contre le montant du box, observant la scène avec une expression pensive. Beaumont t'a proposé un poste, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Les nouvelles vont vite ici, répondit-il avec un haussement des épaules. Et je connais Henri. Il a toujours eu l'œil pour repérer les talents exceptionnels. Emma caressa doucement le chanfrein de nuit étoilé, réfléchissant à sa réponse. Je n'ai pas l'intention de partir. Pas avant d'avoir terminé mon stage, en tout cas. Jean-Pierre est inquiet, confia Michel. Il regrette de t'avoir mise à l'épreuve de façon aussi publique. Il ne s'attendait pas à ce que Beaumont débarque comme ça. Ce n'est pas ma faute si Antoine a posté cette vidéo, se défendit Emma. Personne ne te blâme, la rassura Michel. Au contraire, mais tu dois comprendre que Jean-Pierre est un homme fier. Il a construit ce domaine de ses propres mains. Et maintenant, il craint que Beaumont ne lui vole sa nouvelle attraction, compléta une voix acerbe. Antoine se tenait à l'entrée de l'écurie, les bras croisés. Son attitude avait changé depuis la veille. L'hostilité initiale avait cédé la place à un mélange complexe d'admiration et de ressentiment. « Ce n'est pas ce que j'allais dire », protesta Michel. « Mais c'est la vérité », insista Antoine en s'avançant. « Depuis que ta vidéo est devenue virale, le téléphone n'arrête pas de sonner. Des journalistes, des propriétaires de chevaux difficiles, même une chaîne de télévision régionale. » Emma se sentit soudain mal à l'aise. Elle n'avait jamais recherché la notoriété, seulement une chance de prouver sa valeur dans un métier qu'il avait toujours rejeté. « Je ne suis pas une attraction, » dit-elle fermement. « Je suis venue ici pour apprendre, pas pour devenir une célébrité des réseaux sociaux. » Antoine eut la décence de paraître gêné. « Je sais, je n'aurais pas dû poster cette vidéo sans ta permission. Mais tu dois admettre que était impressionnant. » Ce qui serait impressionnant, intervint Jean-Pierre, qui venait d'apparaître à son tour, c'est que nous puissions tous reprendre notre travail au lieu de bavarder comme des commères. Le ton était sec, mais Emma perçut une fatigue nouvelle dans sa voix. Sa rencontre avec Beaumont semblait l'avoir éprouvée. Monsieur Vaillant, commença Emma, à propos de Monsieur Beaumont, nous en parlerons plus tard, la coupa-t-il. Pour l'instant, j'aimerais voir où tu en es avec cette jument. Emma hocha la tête et se tourna vers Nuit étoilée. Elle recommence à manger normalement. J'aimerais la sortir dans le petit paddock demain, lui permettre de bouger un peu. Jean-Pierre observa la jument avec attention. Effectivement, l'animal semblait plus alerte, son regard plus vif qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Accordé », dit-il finalement. « Mais je veux être présent. » « Bien sûr. » Un silence inconfortable s'installa, brisé finalement par Michel qui proposa de s'occuper des rations du soir. Antoine éclipsa à sa suite, laissant Emma seule avec Jean-Pierre. « Beaumont est parti ?» demanda-t-elle prudemment. « Oui », répondit-il brièvement. Puis, après une hésitation, « Il est très intéressé par tes méthodes. Il propose de te payer le triple de ce qu'un stagiaire gagnerait ici. » Emma fut surprise par cette franchise. « Je ne suis pas venu pour l'argent. »« Non ?» Jean-Pierre haussa un sourcil sceptique. « Alors pourquoi es-tu venu, exactement? Tu aurais pu tenter ta chance dans n'importe quel haras après la mort de ta grand-mère. » Pourquoi le domaine Saint-Michel ? La question l'a pris au dépourvu. Comment expliquer que ce choix n'avait pas été dicté par la raison, mais par une intuition profonde, presque viscérale ? « Le carnet de ma grand-mère », répondit-elle finalement. « Votre nom y apparaît plusieurs fois. Elle écrivait que, malgré vos désaccords, vous étiez l'un des rares à vraiment comprendre les chevaux. » Jean-Pierre détourna le regard, visiblement touché par cette révélation inattendue. Elisabeth et moi avions des méthodes différentes, mais un même amour pour ces animaux, admit-il. Elle était spéciale.
Elle disait la même chose de vous, murmura Emma. Un hennissement de Tonnerre, qui occupait désormais le box voisin de celui de Nuit Étoilée sur ordre de Jean-Pierre, interrompit leur conversation. Elle, étalon S, était approchée de la séparation entre les deux espaces et tendait son museau vers la jument, comme pour la saluer. « Regardez ça » souffla Emma, surprise par cette interaction spontanée. Jean-Pierre observa les deux chevaux avec étonnement. C'est la première fois que Tonnerre s'intéresse à un autre cheval sans montrer d'agressivité. Emma sourit. Peut-être que les âmes blessées se reconnaissent entre elles. Peut-être, concéda Jean-Pierre, une nouvelle idée germant visiblement dans son esprit. Ou peut-être que nous venons de trouver un moyen d'aider deux chevaux à la fois. Le lendemain matin, une légère brume enveloppait le domaine Saint-Michel, conférant au lieu une atmosphère presque mystique. Emma, fidèle à ses habitudes, était déjà dans les écuries avant que le soleil ne perce complètement l'horizon. Elle fut surprise d'y trouver Jean-Pierre, une tasse de café fumant à la main qui l'attendait. « J'ai réfléchi toute la nuit à ton observation », dit-il sans préambule. L'idée que Tonnerre et Nuit Étoilée puissent s'aider mutuellement. Emma hocha la tête, son propre esprit ayant exploré cette possibilité. Ma grand-mère écrivait souvent sur la thérapie par les pairs chez les chevaux, des animaux traumatisés qui guérissent au contact d'autres qui comprennent leur souffrance. Exactement, approuva Jean-Pierre avec une énergie nouvelle. J'ai fait préparer le paddock est. Il est assez grand pour qu'ils ne se sentent pas menacés, mais suffisamment intime pour favoriser les interactions. Emma fut touchée par cet enthousiasme inattendu. Vous pensez que c'est le bon moment? Nuit Étoilée commence à peine à s'ouvrir à moi. C'est précisément pour cela que c'est le moment idéal, expliqua-t-il. Elle te fait confiance. Si tu lui présentes Tonnerre, elle sera plus réceptive. La logique était imparable. Emma acquiesça, soudainement excitée par cette expérience. D'accord, commençons par Tonnerre. Il est plus stable émotionnellement en ce moment. Ils travaillèrent en silence, préparant les deux chevaux pour cette rencontre potentiellement décisive. Emma parlait doucement à Tonnerre, lui expliquant ce qui allait se passer comme s'il pouvait comprendre chaque mot. Jean-Pierre l'observait discrètement, impressionné par le lien évident qui s'était formé entre la jeune femme et les étalons autrefois inapprochables. « Ta grand-mère faisait exactement la même chose », remarqua-t-il finalement. « Tenir des conversations complètes avec les chevaux. J'avais l'habitude de me moquer d'elle pour ça. » Emma sourit, imaginant parfaitement la scène. « Et elle vous répondait quoi? Que certains chevaux étaient de bien meilleure compagnie que certains humains ?» répondit-il avec un petit rire nostalgique. Ils conduisirent d'abord Tonnerre dans le paddock. Elle et Talon explora tranquillement l'espace, manifestement à l'aise en présence d'Emma. Puis vint le moment délicat d'introduire Nuit Étoilée. La jument montra des signes d'anxiété dès qu'elle quitta la sécurité de son box. Emma marchait à ses côtés, une main posée légèrement sur son encolure, murmurant des encouragements. Jean-Pierre ouvrit la barrière du paddock, et Nuit Étoilée hésita, détectant la présence de Tonnerre. « Tout va bien ?» assura Emma. « Il est comme toi, il comprend. » Comme si elle avait saisi le sens de ses paroles, la jument avança prudemment dans l'enclos. Tonnerre, qui broutait à l'autre extrémité, releva la tête et observa la nouvelle venue avec intérêt. « Éloignons-nous un peu » suggéra Jean-Pierre à voix basse. « Laissons-les établir le contact à leur rythme. » Emma et lui se retirèrent contre la clôture, observant attentivement. Les deux chevaux se regardèrent de loin, évaluant la situation. Puis, à la surprise générale, ce fut Tonnerre qui fit le premier pas, s'approchant lentement de la jument, la tête légèrement baissée en signe de non-agression. « C'est incroyable », souffla Jean-Pierre. « Il se comporte comme un gentleman. » Nuit Étoilée resta immobile, permettant à l'étalon de s'approcher. Lorsqu'ils furent face à face, ils échangèrent des souffles, se reniflant mutuellement,
communiquant dans ce langage silencieux que seuls les chevaux comprennent. « Ils se reconnaissent », murmura Emma, émue par cette rencontre. Deux âmes qui ont souffert. Au fil des minutes, la tension initiale se dissipa. Tonnerre et Nuit étoilée commencèrent à se déplacer ensemble dans le paddock, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. À un moment, la jument s'arrêta près d'un abreuvoir, et Tonnerre attendit patiemment qu'elle ait fini de boire avant de s'abreuver à son tour. « C'est de la magie », commenta Michel, qui les avait rejoints silencieusement. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. »« Pas de la magie », corrigea Emma, « de la compréhension, de l'empathie. » Jean-Pierre hocha la tête, profondément pensif. « Ta grand-mère aurait été fière, » dit-il doucement. Elle a essayé pendant des années de me convaincre que les chevaux avaient une intelligence émotionnelle comparable à la nôtre. « Et vous n'y croyiez pas ?» demanda Emma. « J'y étais résistante au changement, » admit-il. « Formée à l'ancienne école, discipline, hiérarchie, contrôle. L'idée que les chevaux puissent avoir des émotions complexes, des traumatismes psychologiques comme les humains, ça me semblait trop fantaisiste. » Et maintenant, Jean-Pierre observa les deux chevaux qui paissaient côte à côte, paisibles. Maintenant, je me demande ce que j'ai manqué d'autre pendant toutes ces années. Cette confession inattendue toucha Emma plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle comprenait maintenant pourquoi sa grand-mère avait toujours parlé de Jean-Pierre avec un mélange de frustration et de respect profond. « Da, il n'est jamais trop tard pour apprendre, » dit-elle doucement. « Non, en effet, » acquiesça-t-il. Puis, après une hésitation, « C'est pourquoi j'aimerais te proposer quelque chose. Pas un simple stage, mais un véritable partenariat. Tes méthodes, mon expérience, ensemble. » Emma le regarda, surprise par cette offre inattendue. Et l'offre de M. Beaumont. Chantilly est prestigieux, sans aucun doute, reconnut Jean-Pierre. Mais ici, tu aurais la liberté de développer ta propre approche, de poursuivre l'héritage de ta grand-mère, pas seulement comme une employée, mais comme une partenaire. Avant qu'Emma ne puisse répondre, un bruit de moteur attira leur attention. Une voiture inconnue venait de franchir le portail du domaine. La voiture, une berline noire aux vitres teintées, s'immobilisa devant les écuries. Emma reconnut immédiatement le logo discret sur la portière, les écuries de Chantilly. Son cœur s'accéléra tandis que la portière s'ouvrait, révélant non pas Henri Beaumont, mais une femme élégante d'une quarantaine d'années, ses cheveux blonds impeccablement coiffés en chignon serré. « Qui est-ce » murmura Emma à Jean-Pierre. Le visage du propriétaire S était assombri, Victoire Beaumont. La fille d'Henri est directrice opérationnelle des écuries de Chantilly, une femme déterminée. Victoire s'avança vers eux d'un pas assuré, ses bottes d'équitation de luxe claquant sur les pavés. Son regard balaya rapidement les installations avant de se poser sur Emma avec une intensité calculatrice. « Mademoiselle Leclerc, je présume, » dit-elle, tendant une main parfaitement manucurée. « Victoire Beaumont. » « Mon père n'a pas cessé de parler de vous depuis hier. » Emma serra la main offerte, surprise par la poigne ferme de la femme. « Enchantée, Madame Beaumont, je ne m'attendais pas à votre visite. Appelez-moi Victoire, je vous en prie. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Et je n'aime pas perdre de temps. Quand mon père voit un talent exceptionnel, j'agis immédiatement. » Jean-Pierre S. éclaircit la gorge. « Victoire, nous étions au milieu d'une séance thérapeutique importante, avec deux chevaux traumatisés. »« Oui, j'ai vu ça en arrivant, » répondit-elle, jetant un coup d'œil désintéressé vers le paddock. « Fascinant. C'est exactement ce genre d'innovation que nous recherchons à Chantilly. » Elle se tourna vers Emma, sortant une enveloppe de sa veste. « Voici notre proposition officielle, Mademoiselle Leclerc. Un contrat de 3 ans, avec un salaire qui, j'en suis certaine, dépassera vos attentes. De plus,
vous auriez votre propre équipe, un logement sur place et la liberté de développer votre méthode sous la prestigieuse bannière de Chantilly. Emma prit l'enveloppe, mal à l'aise face à cette offre directe faite devant Jean-Pierre. Elle jeta un regard vers le paddock, où Tonnerre et Nuit étoilée semblaient avoir complètement oublié le monde extérieur, perdus dans leur communication silencieuse. « C'est très généreux », commença-t-elle prudemment, « mais je viens à peine d'arriver ici et j'ai des engagements envers le domaine Saint-Michel et ses chevaux. » Victoire balaya l'objection d'un geste élégant. « Les engagements peuvent être renégociés. » Je suis certaine que Jean-Pierre comprend l'opportunité exceptionnelle qui s'offre à vous. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Le ton était doucereux, mais le défi était clair. Jean-Pierre se raidit, visiblement irrité par cette intrusion et ce qu'il percevait comme une tentative de lui voler sa protégée. « Emma n'est pas un trophée à s'arracher, Victoire, » répliqua-t-il froidement. « Elle est libre de ses choix et je respecterai sa décision, quelle qu'elle soit. » Un hennissement puissant interrompit leur échange. Tonnerre S était approché de la clôture et fixait intensément le groupe, comme s'il percevait la tension qui s'était installée. « Impressionnant », commenta Victoire en observant elle et Talon. « Notre clientèle paierait une fortune pour voir leurs chevaux transformés comme celui-ci. » « Vous pourriez révolutionner le dressage haut de gamme, mademoiselle Leclerc. » Ces mots provoquèrent un malaise chez Emma. « Je ne cherche pas à transformer les chevaux pour satisfaire des clients fortunés. Je veux les aider à guérir, à retrouver leur nature profonde. » Victoire haussa un sourcil parfaitement épilé. « La guérison, la transformation, n'est-ce pas la même chose, formulée différemment? L'important, c'est le résultat. » « Non, » répondit fermement Emma. « L'intention fait toute la différence. » Un silence tendu s'installa. Michel, qui était resté en retrait jusqu'alors, s'approcha de Nuit étoilée, qui était également avancée vers la clôture. « Regardez, » dit-il doucement, « elle mange directement dans ma main, c'est la première fois depuis la perte de son poulain. » Tous se tournèrent pour observer ce petit miracle. La jument, qui refusait tout contact humain depuis des mois, acceptait délicatement les morceaux de pommes que Michel lui offrait. « C'est ça, le vrai travail d'Emma », dit Jean-Pierre avec une fierté non dissimulée. Pas un spectacle pour impressionner des clients, mais une guérison authentique. Victoire observa la scène, son expression calculatrice légèrement adoucie. « Je comprends mieux pourquoi mon père était si impressionné. C'est touchant. » Elle se reprit rapidement. « Mais ne vous y trompez pas, mademoiselle Leclerc, à Chantilly. Vous pourriez faire ce travail à une échelle bien plus grande, avec des ressources illimitées. » Emma regardait alternativement Victoire et Jean-Pierre, sentant le poids de cette décision cruciale. D'un côté, la prestigieuse offre de Chantilly promettait reconnaissance et sécurité financière. De l'autre, le domaine Saint-Michel offrait authenticité et liberté de poursuivre la vision de sa grand-mère. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est une décision importante. »« Bien sûr, » concéda Victoire, reculant gracieusement. « Prenez jusqu'à demain. » Mais n'oubliez pas que les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Alors qu'elle retournait vers sa voiture, Victoire s'arrêta et se retourna. « Oh, et venez dîner ce soir au château de Chantilly. Mon père insiste pour vous faire visiter les installations. Disons 20 heures. » Sans attendre de réponse, elle monta dans sa berline et disparut dans un nuage de poussière, laissant derrière elle une Emma profondément troublée. Le château de Chantilly se dressait majestueusement dans la lumière dorée du crépuscule, ses tourelles et ses façades de pierre blanche se reflétant dans les eaux calmes des douves. Emma, vêtue de la seule robe qu'elle avait emportée, une simple création bleu nuit que sa grand-mère lui avait offerte pour son diplôme, se sentait terriblement déplacée dans ce cadre somptueux. « Tu n'es pas obligé d'y aller », lui avait dit Jean-Pierre avant son départ. « Tu ne leur dois rien.
Mais Emma avait ressenti le besoin de voir, de comprendre ce que les écuries de Chantilly pourraient lui offrir. Elle ne pouvait pas prendre une décision aussi importante sans avoir tous les éléments en main. Un valet en livrée l'accueillit au pied des marches du perron et la conduisit à travers une succession de salons magnifiquement décorés jusqu'à une terrasse surplombant les jardins à la française. Henri et Victoire Beaumont l'y attendaient, sirotant du champagne en compagnie d'un homme qu'Emma ne connaissait pas. « Ah, mademoiselle Leclerc !» s'exclama Henri en se levant pour l'accueillir. « Quelle joie de vous recevoir dans notre modeste demeure !» L'usage du terme « modeste » pour désigner ce château princier arracha un sourire intérieur à Emma, mais elle se contenta d'une révérence polie. « Permettez-moi de vous présenter le comte Philippe de Moncourt », continua Henri en désignant l'inconnu. « Un de nos clients les plus prestigieux et passionnés des équitations. » Le comte, un homme d'une cinquantaine d'années au visage aristocratique, lui baisa la main avec une courtoisie d'un autre âge. « Mademoiselle, votre réputation vous précède. Cette vidéo de vous avec l'étalon sauvage est tout simplement extraordinaire. » Emma rougit légèrement, toujours mal à l'aise avec cette soudaine notoriété. « Merci, monsieur le comte, mais c'est Tonnerre qui a fait tout le travail. Je n'ai fait que le écouter. Charmante modestie, » commenta Victoire en lui tendant une coupe de champagne. « Mais nous savons tous que c'est votre talent exceptionnel qui a fait la différence. » Le dîner fut servi dans une salle à manger ornée de tableaux de chasse et d'imposantes têtes de cerfs naturalisées. La conversation tourna essentiellement autour des chevaux, des courses et des fortunes investies dans cette industrie prestigieuse. Le comte vient d'acquérir un pur sang arabe pour la somme de 2 millions d'euros, mentionnait Victoire tout en découpant délicatement son filet de sol. Malheureusement, l'animal est, disons, peu coopératif. Un investissement décevant jusqu'à présent, confirma le comte avec une moue contrariée. Cette bête magnifique refuse obstinément de se soumettre aux méthodes traditionnelles de dressage. Henri se tourna vers Emma, les yeux brillants. C'est précisément le genre de défi qui pourrait bénéficier de votre approche unique, ma chère. Imaginez si vous pouviez accomplir avec le cheval du comte ce que vous avez fait avec cet étalon sauvage, votre réputation serait instantanément établie dans les plus hautes sphères du monde équestre. Emma picora dans son assiette, soudain moins affamée. Et que souhaite faire le comte avec ce cheval exactement ? Des compétitions de dressage, bien sûr, répondit Philippe, comme si c'était évident. Je n'investis pas des millions pour faire de la simple promenade. Je veux des médailles, des coupes, de la reconnaissance. Je vois, murmura Emma. Et si le cheval n'est pas fait pour la compétition ? Si sa nature profonde est incompatible avec ce que vous attendez de lui ? Un silence gêné s'installa autour de la table. Victoire lui lança un regard d'avertissement, tandis qu'Henri S. éclaircissait la gorge. « Ma chère, vous ne comprenez pas encore comment fonctionne notre monde, » dit-il avec indulgence. « Ces animaux sont des investissements. Leur nature profonde, comme vous dites, est secondaire par rapport à leur potentiel de performance. » Emma sentit un malaise grandissant l'envahir. Elle pensa à Tonnerre, à Nuit étoilée, à la connexion authentique qui s'était établie entre eux, basée sur le respect mutuel et non sur des considérations financières. Après le dîner, intervint Victoire pour détendre l'atmosphère, nous vous ferons visiter nos installations. Je suis certaine que vous serez impressionnés. En effet, les écuries de Chantilly étaient impressionnantes. Illuminés par des spots élégants, les bâtiments en pierre de taille abritaient des boxes spacieux où résidaient des chevaux d'une valeur inestimable. Tout respirait le luxe, la perfection, l'excellence. Mais à mesure qu'Emma avançait dans sa visite, guidée par Henri et Victoire, une sensation de vide l'envahissait. Les chevaux, magnifiques et impeccablement entretenus, la regardaient l'eau passer avec des yeux qui lui semblaient éteints. Ils avaient
Tout ce qu'un équidé pouvait matériellement désirer, espace, nourriture de qualité, soins vétérinaires constants, et pourtant, quelque chose d'essentiel semblait leur manquer. « Voici Sultan », présenta Henri en s'arrêtant devant le box d'un superbe étalon à la robe gris pommelé. L'acquisition récente du comte. Sublime, n'est-ce pas, mais complètement incontrôlable. 3 dresseurs professionnels ont déjà renoncé. Emma s'approcha de la porte du box. Sultan se tenait au fond, méfiant, les oreilles plaquées en arrière. Elle reconnut immédiatement les signes d'un animal non pas incontrôlable, mais profondément malheureux. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle doucement. Henri parut hésiter. « Il peut être dangereux. Il a déjà mordu 2 palefreniers. »« Ce n'est pas grave, » insista Emma. « Je veux juste essayer quelque chose. » Avec réticence, Henri déverrouilla la porte du box. Emma entra lentement, sans regarder directement l'étalon, utilisant les mêmes techniques qu'avec Tonnerre. Elle s'assit simplement sur la paille fraîche, tournant partiellement le dos à Sultan et commença à fredonner doucement. Victoire et Henri observaient depuis l'entrée, fascinés malgré eux. Progressivement, comme par magie, Sultan s'approcha, sa méfiance cédant la place à la curiosité. Après quelques minutes, il avait posé son museau sur les épaules d'Emma, exhalant un souffle profond qui semblait libérer des mois de tension. « Mon Dieu !» souffla Victoire. « C'est la première fois qu'il permet à quelqu'un de le toucher sans se débattre. » Emma caressa doucement l'encolure de Sultan, sentant sous ses doigts les nœuds de tension dans ses muscles. « Il est terrifié, » dit-elle simplement, « et épuisé de lutter. Ce cheval n'est pas fait pour la compétition de dressage classique. Il a besoin d'espace, de liberté. Sa conformation même suggère qu'il serait plus heureux dans l'endurance ou en pleine nature. » Henri s'avança, les yeux brillants d'excitation. « Peu importe ce dont il a besoin, ce qui compte, c'est ce que vous pouvez en faire. Avec votre don, vous pourriez le transformer en champion, malgré ses préférences naturelles. » Cette phrase frappa Emma comme une gifle. Elle se releva lentement, caressant une dernière fois le chanfrein de Sultan en murmurant une promesse silencieuse. « Je crois que j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir, » dit-elle en sortant du box. « Merci pour cette visite et pour votre offre généreuse. »« Alors ?» demanda Victoire, un sourire confiant aux lèvres. « Quand pouvez-vous commencer ?»« Nous pourrions préparer votre contrat dès demain. » Emma prit une profonde inspiration, sentant une clarté nouvelle l'envahir. « Je suis vraiment honoré par votre intérêt, mais je dois décliner votre offre. » Le sourire de Victoire S. évanouit. « Pardon ? Vous refusez ? Mais pourquoi ? » « Parce que nous n'avons pas la même vision, » répondit simplement Emma. « Bien, vous voyez les chevaux comme des investissements, des objets à façonner pour qu'ils correspondent à vos attentes. Je les vois comme des êtres sensibles dont il faut respecter la nature profonde. » Henri fronça les sourcils. « C'est absurde. Nous offrons à ces animaux les meilleures conditions de vie possibles. »« Matériellement, oui, » concéda Emma. « Mais vous ignorez leurs besoins émotionnels, leur personnalité unique. »« Ce n'est pas la voie que je veux suivre. » Sur ces mots, elle se dirigea vers la sortie des écuries, laissant les Beaumont stupéfaits. Alors qu'elle atteignait la porte, le hennissement puissant de Sultan résonna derrière elle, comme un adieu ou peut-être un remerciement. L'aube se levait sur le domaine Saint-Michel lorsqu'Emma franchit le portail, épuisée, mais l'esprit étonnamment clair. Elle avait passé la nuit à marcher, réfléchissant à sa décision, à son avenir, à ce que sa grand-mère aurait voulu pour elle. Le domaine S éveillait doucement, quelques lumières s'allumaient déjà dans les écuries. Emma fut surprise de trouver Jean-Pierre assis sur un banc près des paddocks, une tasse de café fumant entre les mains, comme s'il l'attendait. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-elle en s'approchant. Il secoua la tête. « Difficile de dormir quand l'avenir de mon domaine est en jeu. » Emma s'assit à côté de lui, acceptant avec gratitude la tasse qu'il lui offrit. «
J'ai refusé leur offre, annonça-t-elle simplement. Jean-Pierre tourna vivement la tête vers elle, une lueur de surprise et de soulagement dans le regard. Pourquoi? Était une opportunité exceptionnelle. Exceptionnelle sur le papier, concéda Emma. Prestige, argent, reconnaissance. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas pour ça que ma grand-mère m'a transmis son savoir. Elle lui raconta sa visite à Chantilly, sultan, et la philosophie des Beaumont qui voyaient les chevaux comme des commodités plutôt que comme des partenaires. Je ne peux pas travailler dans un environnement où le profit passe avant le bien-être émotionnel des animaux, conclut-elle. Je préfère rester ici, même si c'est moins prestigieux, moins lucratif. Jean-Pierre contempla l'horizon, où les premiers rayons du soleil caressaient les collines environnantes. Ta grand-mère avait fait le même choix, tu sais. Henri lui avait proposé un poste à Chantilly il y a 20 ans. Elle a refusé pour les mêmes raisons. Cette révélation surprit Emma. Elle ne me l'a jamais dit. Elisabeth n'était pas du genre à se vanter de ses principes. Elle les vivait, simplement. Il se tourna vers elle, soudain sérieux. Ma proposition tient toujours. Un vrai partenariat. Tes méthodes, mon expérience. Et peut-être que j'ai encore des choses à apprendre. Ces derniers mots, prononcés avec une humilité inattendue, touchèrent Emma profondément. « J'accepte », dit-elle. « À une condition. Laquelle ? Que nous ouvrions une section dédiée à la réhabilitation des chevaux traumatisés, pas juste du dressage traditionnel, mais un véritable sanctuaire pour ceux que les autres ont abandonnés. » Jean-Pierre sourit. « J'y pensais aussi, et j'ai même un nom, le refuge d'Elisabeth. » Les yeux d'Emma s'embuèrent de larmes. Elle ne pouvait imaginer plus bel hommage à sa grand-mère. Ils scellèrent leur accord d'une poignée de main ferme avant de se diriger vers les écuries. À leur grande surprise, Antoine était déjà là, préparant les rations matinales avec un soin inhabituel. « Déjà au travail ?» s'étonna Jean-Pierre. Le jeune homme haussa les épaules, un peu embarrassé. « Je voulais être sûr que tout soit parfait pour Tonnerre et Nuit étoilée ce matin. » Ils ont fait des progrès incroyables hier. Emma échangea un regard amusé avec Jean-Pierre. L'influence de sa méthode commençait déjà à s'étendre au-delà des chevaux. « Comment va Sultan ?» demanda soudain Antoine. « J'ai vu les nouvelles photos sur les réseaux sociaux. Quelqu'un t'a filmé avec lui aux écuries de Chantilly. » Emma soupira. « Encore des vidéos ? Je ne m'habituerai jamais à cette célébrité non désirée. Tu ferais mieux de t'y faire, » intervint Michel qui venait d'arriver. Les demandes d'interview s'accumulent. 3 magazines équestres ont appelé hier soir. Jean-Pierre posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'es pas obligé d'accepter tout ça. Tu peux rester concentré sur le travail ici. »« Non ?» répondit Emma après réflexion. « Ces interviews peuvent être une opportunité. Pas pour la gloire, mais pour diffuser une autre vision du travail avec les chevaux. Le message de ma grand-mère mérite d'être entendu plus largement. » Ils atteignirent le paddock où Tonnerre et Nuit étoilée avaient passé la nuit ensemble. Le spectacle qui les attendait était saisissant. Les 2 chevaux dormaient côte à côte, la tête de la jument reposant contre l'encolure de l'étalon dans une posture de confiance absolue. « C'est extraordinaire !» murmura Jean-Pierre. « Je n'aurais jamais cru voir ça. » Emma sourit, profondément émue. « C'est ce que ma grand-mère appelait la guérison par la compréhension mutuelle. Parfois, ce dont un être blessé a le plus besoin, c'est de la présence d'un autre qui comprend sa souffrance. » À cet instant, comme s'ils avaient senti leur présence, les 2 chevaux éveillèrent. Tonnerre fut le premier à s'approcher de la barrière, suivi de près par Nuit étoilée. Emma tendit la main et caressa leurs chanfreins tour à tour. « Bonjour mes beaux » murmura-t-elle. « Prêts pour une nouvelle journée ?» Dans les semaines qui suivirent, la réputation du refuge d'Elisabeth grandit rapidement. Des propriétaires de chevaux difficiles ou traumatisés commencèrent à affluer, d'abord de la région, puis de toute la France.
Emma, fidèle à ses principes, n'acceptait que les cas où les propriétaires s'engageaient à respecter la nature profonde de leur animal, refusant ceux qui ne cherchaient qu'à dompter un esprit rebelle pour des raisons de prestige ou de profit. Un matin d'automne, alors qu'elle travaillait avec un nouveau pensionnaire, Emma aperçut une berline noire familière franchir le portail du domaine. Henri Beaumont en descendit, seul cette fois. « Ne t'inquiète pas », la rassura Jean-Pierre qui avait suivi son regard. « Il ne vient pas te faire une nouvelle offre. Alors pourquoi est-il là ?» Jean-Pierre eut un sourire énigmatique. Il vient déposer Sultan. Il a convaincu le comte de lui vendre l'étalon et de le confier à nos soins. Apparemment, Henri Beaumont lui-même commence à remettre en question certaines de ses méthodes. Emma regarda l'homme s'approcher, menant avec précaution le magnifique étalon gris. Dans les yeux de Sultan brillait déjà une lueur nouvelle, comme s'il savait qu'il était arrivé dans un lieu où il serait enfin compris. « Bienvenue chez toi », murmura Emma, sentant que ces mots s'adressaient autant à elle-même qu'au cheval. Car pour la première fois de sa vie, elle avait trouvé sa place, non pas en suivant les attentes des autres, mais en restant fidèle à ses propres valeurs et à l'héritage de sa grand-mère. Tonnerre hennit au loin, comme pour saluer le nouveau venu. Et dans ce simple son, Emma entendit l'écho d'une promesse tenue.